Bonjour, bonsoir, nous sommes à Abidjan pour cet entretien exclusif avec le président Souleymane Cissé, ancien footballeur ivoirien, ancien directeur sportif de l'AS Monaco, actuel président du Racing Club d'Abidjan, Yopougon, qui a accepté de nous recevoir ici à Abidjan. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Merci de nous recevoir à Abidjan. Je vous en prie. Merci à vous d'être venu. Merci. Merci pour cet honneur. D'aucuns vous définissent comme un homme de rigueur, méthodique, qui a une appétence pour le développement des jeunes footballeurs. Comment est-ce que vous vous définissez personnellement? Je me définis comme un privilégié parce que le métier qu'on fait, entre guillemets, c'est une passion. C'est quelque chose par excellence qui nous donne l'opportunité de développer des jeunes, de développer des industries. Donc ça, c'est vraiment bien. Je suis privilégié. En même temps, je me définis comme un passionné. Voilà. Je suis passionné par tout ce que je fais. Et la passion m'amène justement à m'organiser et à bien jouir de cette passion-là et faire profiter de cela à pas mal de personnes. Oui, vous aviez démarré parfaitement votre formation à la JOCR. Vous êtes passé par l'AS Nancy-Lorraine, Werder de Brême, Sporting de Lisbonne. Malheureusement, au cours de votre carrière, vous aviez été freiné par une blessure et vous aviez été obligé de mettre un terme à votre carrière de façon prématurée. Vous ne nourrissiez pas de regrets aujourd'hui, quelques années après? Écoutez, le regret, pour moi, quand on reste enfermé dans ses regrets, on n'avance pas. Effectivement, j'étais parmi les plus gros talents, je pense, enfin, en tout cas, présumé. Et j'ai bien démarré, c'est vrai, ma formation. J'ai été très vite à l'AS Nancy-Lorraine. Et après, j'ai fait quelques clubs comme le Werder de Brême, Sporting Portugal, qui étaient des clubs références, encore aujourd'hui, qui le sont. Et la blessure est arrivée, oui, la frustration, elle a été là. Elle a été là pendant quelques temps. Mais je suis quelqu'un qui ne regarde pas derrière. Je vois toujours les perspectives, ce qu'on peut faire devant. Donc, je me suis dit, OK, c'est ainsi, il faut repartir de l'avant. Donc, j'ai effacé ça complètement et j'ai continué à avancer. Fin de carrière prématurée et pourtant, vous aviez décidé de continuer dans le domaine du football particulièrement et en tant que formateur. Quel parcours? Il y a le rêve que j'ai nourrissé à devenir un des meilleurs joueurs de la planète. Et donc, j'ai travaillé pour ça. J'ai été freiné par les blessures. La frustration est arrivée. Elle n'a pas duré plus d'un mois. Je suis quelqu'un qui va de l'avant. Donc, je me suis dit, OK, le football a plusieurs métiers. Si mon rêve premier, qui était de dominer les débats sur le terrain, je l'attends vert, je n'y suis pas parvenu indépendamment de ma volonté. Donc, il fallait aussi que je me réinvente pour me relancer dans ce milieu-là qui me passionne. Voilà comment je suis reparti donc à l'université. J'ai repris mes études supérieures et j'ai passé mes diplômes par la suite d'entraîneur, puis de manager, pour pouvoir justement ouvrir un panel un peu plus large. Et justement, comme je le disais depuis tout petit, que je voulais servir le football, et bien, ça m'a permis de servir le football. Et je continue encore de servir le football grâce à mes compétences acquises lors de mes formations, mes études et mes expériences. Oui, tout à fait. Ancien directeur sportif de l'AS Monaco, vous aviez pris responsable de la structure jeune. De la structure jeune, bien évidemment. Vous avez accepté cette responsabilité dans un moment compliqué du club de la Principauté. Il se dit que vous aviez permis à des jeunes joueurs qui sont devenus des joueurs références mondiales aujourd'hui, notamment Kylian Mbappé, Bernardo Silva, de monter en professionnel. Racontez-nous un peu ce passage de votre carrière de dirigeant sportif. J'étais à un moment donné, alors on ne parle pas de moi sur le terrain, il faut qu'à un moment donné, je puisse aussi servir le football et servir les composantes du football à travers ma passion. Donc, comme je l'ai dit, j'ai été me former. Et Evian Toulon Gaillard qui a été et reste le club référent pour moi aujourd'hui parce que c'est ce club-là qui m'a permis donc, de m'exprimer, de pouvoir exercer le métier que je voulais faire plus tard. Je n'oublie pas. J'ai d'ailleurs un petit regret parce que c'est ce club-là qui m'a ouvert les bras. Même si c'est le club qui m'a le moins payé, j'ai vu l'opportunité. J'ai plutôt considéré l'opportunité par rapport à l'aspect financier. Donc là, j'ai eu le temps de me faire les dents, de me faire la main. J'ai même investi dans ma poche pour ça pendant plusieurs années. Et c'est ainsi que mon travail a commencé à être vu et être reconnu en France. Parce que les équipes d'Evian, les équipes des jeunes d'Evian, partaient battre très souvent les gros cylindrés sur des scores assez fleuves. Donc mon nom est sorti un petit peu et voilà comment j'ai atterri à Monaco.
Ça, c'était pour la partie un peu introduction. Mais ma venue à Monaco a été en grande partie due à Luis Campos, qui est l'actuel directeur sportif du PSG. Voilà, Ouais. qui me connaissait déjà depuis une quinzaine d'années et qui m'avait déjà dit petit, tu es brillant. Donc, dès qu'il arrive à Monaco, il dit ok, j'y viens, à condition que je puisse amener quelqu'un que je connais qui pourra vraiment donner une plus-value essentielle à notre projet. Voilà comment il va me chercher. Donc, je rencontre le président, on échange. Et au départ, il y avait Ranieri qui était l'entraîneur principal de l'équipe première. Ouais. Donc, il venait de finir deuxième au championnat pour la première fois depuis très longtemps. Et moi, j'ai dit, écoutez, voilà, Ranieri, c'est bien, mais mon projet, c'est un projet qui va développer les jeunes joueurs. Quand on se donne 3 ans, entre 2 et 3 ans pour être champion de France, mais avec les jeunes, tout en gagnant de l'argent. Parce que c'était l'idée même de base de Luis Campos. Mais comment mettre ça en pratique, il a été me chercher pour ça. Et j'ai dit, ouais, c'est possible, à condition qu'on me laisse les mains à la formation pour travailler. C'est ce que Luis Campos a fait. Il m'a laissé travailler, il m'a vraiment protégé. Hein. C'est lui qui m'a protégé à Monaco pour qu'il puisse travailler. Et donc j'ai travaillé, ça a donné ce fruit-là. Et vous avez contribué à l'éclosion des talents comme Kylian Mbappé, Abdou Diallo, que sais-je encore, Bernardo Silva, le Portugais. Oui. Et donc à ce moment-là, quand j'arrive, avec Campos, on va chercher Bernardo Silva, on va chercher Thomas Lemar, et j'en passe. On les amène et je suis l'entraîneur principal de l'équipe en réserve. Ouais. Et donc ces jeunes joueurs-là, j'ai contribué justement à les faire éclore. Et on les a mis en équipe première et ils ont fait leur carrière. Je m'arrêterai sur le cas Mbappé, qui est un cas spécifique, qui pour moi aujourd'hui est le plus gros talent mondial. Et je le dis avec conviction, c'est le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Et je pense qu'il n'a pas fini encore de dévoiler ses secrets. C'est un garçon qui, puisque vous en parlez, on va en parler, c'est un garçon qui a petit talent, mais un gros travailleur, mais un garçon très intelligent. Et en plus de cela, c'est une bonne personne. Chose rare dans le football quand même, parce que c'est rare pour le signaler. Il est entouré d'une famille qui est exceptionnelle, qui m'a permis d'avoir la chance de l'accompagner en toute confiance. Et Kylian m'a laissé aussi le soin de bâtir avec lui son projet jusqu'à son éclosion. Et là, j'en suis fier parce que c'est un garçon qui est toujours resté fidèle à ses principes. Je suis très proche de lui, de sa famille. On échange régulièrement. Donc voilà, vous voyez qu'on peut devenir une grande star et ne pas oublier les personnes qu'on a estimées par le passé et que nous avons estimées. Ouais. Voilà. Et justement, au-delà de votre passage en Europe, en tant que responsable de la formation de l'AS Monaco, vous êtes passé aussi par l'OGC Nice, les Girondins du Bordeaux. Vous avez décidé, il y a cela pratiquement une dizaine d'années, d'investir ici en Côte d'Ivoire, et vous avez créé d'abord le CC Academy Institute, qui est devenu par après le Racing Club d'Abidjan. Aujourd'hui, ce club qui a été créé il y a cela moins de, on va dire, une décennie, a déjà été champion de Côte d'Ivoire en 2020, vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire en 2024. Le parcours, il est quand même intéressant. Oui, il est intéressant, il est embryonnaire par rapport à ma vision. Je pense que c'est un parcours qui illustre un petit peu ce que j'ai envie de faire, ce qu'on doit pouvoir faire en Afrique et ce qu'on devrait faire en Afrique. C'est vraiment très microscopique à l'échelle de l'Afrique, à l'échelle de mon pays déjà. Mais le Racing Club d'Abidjan est bâti sur le schéma de mes expériences, parce qu'on a parlé de la partie joueur avorté, mais quand même dans le grand club. Ça m'a permis de voir le vestiaire, les grands clubs, comment ça se passe. De l'intérieur, on voit tout. Et ensuite, j'ai basculé du côté de l'enseignement universitaire, donc pour apprendre l'économie du sport, l'industrialisation du football. J'ai été apprendre ça à l'université avant de venir aller chercher mes diplômes. Mais attention, quand je vais chercher mes diplômes, je ne fais pas comme beaucoup d'entraîneurs d'aujourd'hui qui, après avoir joué, vont directement chercher le premier diplôme facile à obtenir à la fédération et leur est donné pratiquement. Moi, je suis parti à la base. Je suis allé chercher des compétences plus qu'un diplôme. Et c'est ce qui fait la différence souvent entre les entraîneurs. Beaucoup vont rapidement avoir leur diplôme pour être légitimes, pour pouvoir entraîner. Or, le diplôme donne le droit d'entraîner. Ce n'est pas la compétence absolue. La compétence, elle s'acquiert d'année en année, dans la difficulté, où il faut être éprouvé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti, comme toute personne qui se lève un matin, qui dit « je vais passer mes diplômes », qui n'a jamais joué au foot.
Donc, on nous fait passer par toutes les étapes. On apprend à entraîner des joueurs. Parfois, tu arrives à l'entraînement, il y a 5 joueurs. Comment tu gères ça alors que tu avais prévu 20 joueurs? Et donc, il faut s'adapter rapidement. Cette obligation d'adaptation ben, nous éprouve et nous améliore. Nous amène à gérer mieux quand on arrive dans un club professionnel, de pouvoir asseoir des choses de manière claire et comprendre que parfois l'improvisation n'est pas bonne. Mais en même temps, elle nous apprend aussi à réagir, à rebondir sur les urgences à traiter. Et voilà comment j'ai acquis des expériences comme ça pour pouvoir... et au fur et à mesure de l'avancée de ma carrière, le RCA s'est bonifié. Donc vous avez dit, je suis parti à Nice comme recruteur. Ça m'a permis de voir aussi l'envers du décor. Quand on est entraîneur, on voit des joueurs arriver. Ben, on n'a pas idée du travail qui a été fait en amont par les recruteurs pour pouvoir choisir ce joueur-là et l'amener au club. Parfois, les entraîneurs ont tendance à bâcler, à juger un joueur qui arrive, sans forcément comprendre les motivations qui ont poussé les recruteurs à ramener ce joueur dans le club. Tout le monde veut le bien du club, simplement. Donc chacun travaille. Et ça m'a permis d'être de l'autre côté à leur place pour mieux comprendre cela. C'est une expérience. Ensuite, je vais à Bordeaux comme directeur technique général du club. Les Girondins de Bordeaux, qui est un grand club historique, un des meilleurs en Europe, me donne l'opportunité d'être directeur technique général du club. Là encore, ce sont des Américains qui m'ont choisi, via un Portugais qui était le responsable football, qui a dit il me faut Souleymane Cissé. Donc c'est ce qu'on a fait. Je suis allé là-bas en 2 ans. On a sorti des jeunes joueurs là encore qui sont aujourd'hui aussi la plateforme mondiale. Alors, par exemple. Je ne les ai pas entraînés, mais c'est lors du fait que quand j'étais là, comme directeur technique du club, que Gilles Koundé, Tchouaméni ont émergé, qui sont des très grands joueurs, qui sont vraiment des références aujourd'hui et des fiertés de l'Afrique. Et donc, ça m'a permis aussi de voir un peu un autre environnement, être directeur d'un club, comment ça se passe, ce que j'ai pu apporter comme input. Et ça a marché. Et je suis parti 2 ans après. Malheureusement, le club est tombé, mais ça, c'est un regret encore une fois. Et voilà, donc je suis parti aussi à Lausanne comme directeur sportif du club, sachant que le président n'était jamais là. J'étais donc la figure du club, à tous les niveaux. Et après, il y avait quelques soucis aussi, l'impatience des supporters qui voulaient absolument qu'on aille chercher des noms. Et moi, chercher des noms, ça va jamais être ma tasse de thé. Moi, c'est plutôt développer, promouvoir, avoir du succès et gagner de l'argent. Voici un peu c'est l'économie du sport. Donc cet échec-là aussi à Lausanne est une expérience aussi à mettre à mon actif. Donc je prends tout ça pour servir le RCA. Donc je rebondis sur le RCA maintenant pour dire que étant un jeune Africain qui a gagné sa vie, qui gagne sa vie, et né d'une famille très défavorisée, il était important pour moi, même obligatoire, que je pose quelque chose ici en Côte d'Ivoire. J'aime mon pays, j'aime mon continent, je suis un panafricain. Et pour moi, il faut que les Africains nous rendions compte que l'Afrique évoluera grâce à ses enfants. Il ne faut compter sur personne. Et c'est l'erreur qu'on a tendance à faire. Les compétences qu'on développe en Europe sont une chance pour l'Afrique. Et pour moi, il faut absolument qu'on arrive à revenir à cette compétence-là pour développer sur place. Parce que nous avons toute la matière première. Si on arrive à transformer ça chez nous, c'est-à-dire via la formation, via les opportunités qu'on donne, via les structures qu'on met en place, qu'on développe, alors l'Afrique peut rapidement devenir une nation crainte par toutes les nations de football du monde. Ouais, vous êtes un centre de la formation à la base, et le projet du RCA rentre en parfaite adéquation avec cette vision que vous prônez. Mais force est de constater que le projet de l'académie du RCA avec les infrastructures que vous voulez mettre en place depuis le départ du projet aujourd'hui, donc on pense que ça ne va pas vite. Il y a, on va dire, quelques difficultés à ce niveau. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ben, moi j'ai envie de dire, c'est le problème parfois chez nous ici. On veut tout, mais on veut tout de suite. Rien ne s'obtient tout de suite. Il faut du travail. C'est du travail. Il faut prendre le temps de construire. Construire. Je prends le mot construire, c'est tout construire. On ne peut pas aller sur plusieurs branches en même temps et tout réussir en même temps, au même moment. Il faut choisir des priorités, en créer des choses. Je voulais d'abord qu'il y ait une petite success story pour montrer que c'est possible, en partant de 2 ballons dans un quartier défavorisé, à Yopougon, qui est le poumon de la Côte d'Ivoire, sur le plan population, talent. La plus grande commune de Côte d'Ivoire. Exactement. Qui a produit un tas de talents, qui regorge d'un formidable talent.
en tout genre, c'est Yopougon, c'est chez moi. C'est là que j'ai grandi, avant d'aller en Europe, et j'ai implanté le club là. Et depuis, on est parti de 2 ballons, comme je disais, pour rapidement devenir, en moins de 10 ans, nous avons gravi l'échelon pour être champion de 3 fois champion de futsal, champion de D3, champion de Ligue 2, champion de Ligue 1, vainqueur de la Coupe nationale. Et nous avons remporté beaucoup de tournois internationaux de grand niveau, de haut niveau en Afrique. Et tout ça avec des jeunes joueurs, de très jeunes joueurs, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc on a développé la jeunesse du football qui aujourd'hui regorge enfin, beaucoup de gamins sont en Europe, dans les grands clubs aujourd'hui, qui sont en train de se faire les dents. Et là, nous avons notre premier international qui va jouer la CAN. Donc pour moi, c'est important, il faut construire. Une fois ça a été fait, nous avons été un partenaire avec le GC Nice, qui a contribué aussi à la grandeur du club. Et moyennant un certain nombre de contrats qu'on a fait, 2 contrats qu'on a signés. Une première qui était expirée, qu'on a prolongée, parce qu'on était content. Et après, il y a eu des changements de direction à l'OGC Nice. Donc, changement de trajectoire, de pensée, voilà. Donc, ça s'est arrêté là. Avec les propriétaires Ineos. Tout à fait. Okay. Voilà. Ineos qui est arrivé en 2020. Et donc, on a prolongé le partenaire avec Ineos. Ils sont même venus en Côte d'Ivoire 2 fois. Ça s'est passé très bien. Le directeur de football qui s'appelle Julien Fournier, donc qui était l'architecte de cela, de ce partenariat-là, étant parti, des nouveaux sont arrivés. Bon, ben écoutez, vous savez comment ça se passe dans le club. Le football, dès qu'un directeur arrive, parfois, c'est dommage, parfois ils veulent absolument tuer tout ce qui a été fait avant par le prédécesseur pour implanter leur ADN. Et je trouve ça dommage, mais dommage pour le GC Nice parce que derrière ça, nous, une fois le partenariat arrêté, on a transféré 8 joueurs en Europe. Et ça a permis au RCA d'engager des produits financiers pour pouvoir s'autosuffire. Ouais, justement, lors de la dernière Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, c'était en juin, vous aviez lancé des critiques acerbes à l'endroit du comité exécutif, leur reprochant en fait de s'intéresser exclusivement, de façon avérée, à la sélection nationale et non au football local. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Écoutez, c'était ma première sortie réelle à l'AG. C'était fort de plusieurs années de constat, vraiment plusieurs années de constat. Il faut savoir que je suis implanté en Côte d'Ivoire avec le RCA. Donc si c'est institut, le prolongement RCA, ça fait 20 ans. Si c'est institut en 2006 2006. Ok. Donc aujourd'hui, ça va faire 20 ans que je suis là, comme dirigeant en Côte d'Ivoire et dirigeant en Europe. Au gré de mes allers-retours, j'ai vraiment ce miroir-là, d'Europe et d'Afrique. Donc j'arrive à voir exactement ce qui nous manque ici. Ce qui est en train de se développer en Europe, je contribue à ça. Et j'arrive ici, il y a une forme de fonctionnement qui n'est pas du tout en adéquation avec ma vision et la vision du haut niveau. Je dis bien du très haut niveau. La Côte d'Ivoire doit nourrir les ambitions de dominer le monde du football. Il faut qu'on ait cette vision-là. Et ça, c'est parce que vous croyez au potentiel des jeunes footballeurs ivoiriens, à l'écosystème ivoirien. Quand on voit la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme la France, c'est le pays par excellence en Afrique qui brasse le maximum de culture. La Côte d'Ivoire est un pays riche sur le plan humain, sur le plan de talent, sur le plan ingéniosité. Nous sommes un pays riche, nous sommes un pays qui peut devenir précurseur d'une certaine forme de révolution sur l'aspect de l'industrie du football en Afrique. On doit être capable d'assumer cela. C'est ma vision. Moi, je crois beaucoup à la jeunesse ivoirienne. Je vois ce qui se passe. Je vois l'engouement qu'il y a. L'équipe nationale doit devenir la conséquence. Et quand on voit les grandes nations qui prospèrent dans le football, la base de leur projet, c'est le football de masse. C'est le football de masse. Ce n'est pas l'équipe première. L'équipe nationale n'est que la conséquence du travail qui va être fait en amont. Mais elle est la vitrine. Elle est la vitrine. La vitrine de l'évolution, on va dire, des performances sur le plan national. Oui, mais c'est la vitrine pour que la vitrine soit belle. Cette vitrine-là, pour qu'elle soit belle, il faut prendre le temps de la construire. Si on fait une vitrine avec le feu de paille, très rapidement, elle s'effrite. Mais quand on a bien travaillé sur le football de masse, qu'on a bien structuré le football amateur, qu'on a bien structuré le club de football, amateur comme professionnel, qu'on arrive à développer l'aspect business de football local via la ligue professionnelle, parce que là, c'est du cash. C'est là, il faut vraiment comprendre
l'essence même de l'économie du sport. La fédération est là pour développer le football de masse, pour développer donc la passion dans le football et mettre des structures en place via la DTN pour pouvoir développer les gamins et les structures. La Ligue professionnelle est là pour générer du cash, pour pouvoir amener de l'argent, pour mieux gérer tout ça. Mais quand toutes les deux sont imbriquées, c'est géré par la même personne. Et que derrière, on voit que quand c'est l'équipe nationale, tout est fait pour l'équipe nationale. Mais quand on voit l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a combien de joueurs qui vivent en Côte d'Ivoire? Ils sont tous en Europe. Oui, c'est la conséquence du talent de ces joueurs-là. Exactement. Ouais. Le talent de ces joueurs. Maintenant, si on prend cela aujourd'hui, le talent qu'il y a en Côte d'Ivoire, et si on travaille, on a vu avec Jama Guillou, qui est venu ici, qui a implanté un modèle de formation, il était le seul, il a pris les meilleurs, il a travaillé avec eux, on a vu ce que ça donne comme fruit. Yaya Touré, enfin les frères Touré, Ouais. Gervinho, Jokora, Nemarco, et j'en passe. Des formidables talents, mais qui ont été simplement bien suivis, formés ici, localement. On a été fiers de les voir en équipe nationale. Yaya Touré qui a été plusieurs fois ballon d'or africain, il a été formé ici, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour changer le paradigme, pour changer cet état de choses que vous décriez? Écoutez, il y a plusieurs aspects. La première chose aujourd'hui, nous avons la chance, l'État l'a bien compris, je ne fais pas de la politique, mais l'État a compris qu'il faut relier toutes les régions de Côte d'Ivoire, dont les routes ont été édifiées, des ponts ont été créés. Partout où il y a des routes, il y a des voies, le football se relie, les talents se rejoignent, les talents sont vus. Donc l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre de choses pour que la Côte d'Ivoire soit connectée. Ça, c'est très bien. Et c'est sur les 2 derniers mandats, ça a vraiment accéléré. Bon, ça, c'est très bien. Maintenant, au niveau de la fédération, qu'est-ce que nous avons mis en place comme projet de formation réelle? Aujourd'hui, on demande aux jeunes entraîneurs d'aller payer 400 000, 500 000, 1 500 000 pour pouvoir passer leur diplôme. Il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui sont passionnés, qui sont de vrais talents. On ne peut pas avoir un football évolué sans de vrais formateurs. Et ça, c'est pas une particularité ivoirienne, monsieur Souleymane Cissé. Moi, je parle de ce que je peux faire en Côte d'Ivoire. Ok. Ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire. J'ai une vision internationale de football. Justement, il faut qu'on sorte de ce truc-là comme ça. Il faut qu'on fasse ça. Voilà. Moi, je veux que mon pays soit champion du monde. Plusieurs fois. Et dans toutes les catégories. Donc, c'est ambitieux. Ouais. Mais c'est réalisable. Donc, j'ai dit, il faut mettre des infrastructures en place pour les gamins. Le football local meurt parce que les régions ne sont pas alimentées en football, en formation, en développement football. En Côte d'Ivoire, tout le monde devrait jouer au football. C'est ce qui est le plus accessible, le plus facile à faire. Mais organiser cela par région, par département, par région, relier cela et arriver avec une méthodologie commune, dispensée partout, contrôler là-dessus, faire des championnats dans chaque région, va animer déjà nos terroirs. À vous entendre parler, vous nourrissez des ambitions, non seulement pour le RCA, mais également pour le football ivoirien. Dans quelques mois, vous le savez, ce sera la fin du premier mandat du président Idriss Yassine Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que M. Souleymane Cissé a des ambitions de se présenter aux prochaines élections de la Maison des Verts? Écoutez, rien n'est exclu. Rien officiel, rien n'est engagé, mais rien n'est exclu. Moi, ce que je veux, c'est que le football de mon pays évolue. Et si je n'ai jamais rien dit à la date, parce que j'ai toujours eu espoir, toujours cru aux différents présidents qui sont passés pour développer en profondeur notre football, au regard de son potentiel, au regard de ce qu'on peut faire, au regard de ce que nous pouvons représenter en Afrique et dans le monde. Et aujourd'hui, force est de constater que j'ai quand même des regrets, ou du moins des déceptions. Parce que je vois aujourd'hui, quand on voit les championnats nationaux de Ligue 1, ce n'est pas un championnat professionnel. Ce n'est que des noms. Parce que les talents s'en vont. On n'arrive même pas à retenir des jeunes joueurs de 8, 9, 10 ans qui partent dans les pays limitrophes. C'est grave. Et donc concrètement, voilà, ce ne serait pas impossible de vous voir vous porter candidat pour briguer un mandat à la tête de la FIFA très prochainement. Si la chose reste en état, oui. J'aime mon pays. Je suis fondamentalement un amoureux de mon pays, du football de mon pays. Dans quelques jours, ce sera la 35e Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique il y a de cela 2 ans. Ici même en Côte d'Ivoire, va remettre en jeu son Graal.
en l'état actuel des choses, est-ce que vous pensez que les éléphants ont les coudées franches pour conserver leur sacre et aller décrocher une 4e étoile? J'espère, je l'espère vraiment, parce que toutes les nations sont des grandes nations. Mon pays est une grande nation de football en Côte d'Ivoire, en Afrique. Nous avons des grands joueurs. Quand on voit les effectifs, nous avons des joueurs. Nous sommes peut-être l'une des 2-3 équipes qui avons un effectif vraiment. Quand on voit la liste des joueurs. Consistant. Ouais. Exactement, nous avons des joueurs qui jouent dans les grands clubs. Nous avons des joueurs qui sont de vrais bons joueurs. Donc, normalement, on doit pouvoir le bout. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres grandes nations, le Maroc qui organise à domicile, vous avez le Sénégal, champion d'Afrique qui il y a cela, on va dire 3 ans, 4 ans au Cameroun. Le Nigeria, pour vous, voilà, la bataille sera âpre. Mais de toute façon, la CAN a toujours réservé des surprises. Elle a toujours créé un engouement incroyable. C'est la fête du football continental. Et à ce propos, le Maroc, qui est un pays frère, et que je salue d'ailleurs, hein, que je félicite pour le travail qui a été fait. Et ma femme est marocaine, pour le coup. Okay. Donc ça se joue aussi dans ma deuxième terre, enfin dans ma terre natale, et on va dans la terre de ma femme. Le Maroc, tout le monde voit le Maroc favori, et le Maroc est un des favoris. La Côte d'Ivoire est évidemment le favori. Ok. Je me demande si c'est votre mot de la fin. Mon mot de la fin, mais véritablement, c'est de souhaiter une bonne CAN à tout le monde, surtout à mon équipe nationale, à la Côte d'Ivoire, qu'on puisse aller chercher la 4e étoile. C'est ce derrière lequel on court tous. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le but, c'est d'embellir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous y sommes. Je pense qu'avec ce qui a été fait jusqu'ici, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Ce ne serait pas juste. Il y a du travail qui a été fait. Je dis simplement qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et on doit avoir l'ambition d'aller beaucoup plus loin. Et mes interventions n'ont jamais visé un individu. Parce que le président Yassine Idriss Diallo, qui est un aîné, qui est mon aîné, qui est un grand frère, fait ce qu'il peut hein, pour hausser l'image de la Côte d'Ivoire, aussi bien en interne qu'à l'extérieur. Il fait ça, je n'en doute pas. Il fait ce qu'il peut. Simplement, il a une vision limitée du football de très haut niveau. Forcément, parce qu'il n'a jamais été émergé là-dedans. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'on lui en veuille? On ne peut pas l'en vouloir. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette tout sur la table, qu'on fasse des vrais états généraux du football en Côte d'Ivoire, pour aller chercher vraiment ces Coupes du Monde. Et pas que la Coupe du Monde, ces Coupes du Monde. Et moi, j'y crois fermement. Je pense qu'on a une carte à jouer pour aller chercher les Coupes du Monde, U17, U20, les JO U23 et les seniors, et plusieurs fois. Là, nous devons nous inscrire dans cette ambition-là, qui est vraiment réaliste, parce qu'il y a quelques années en arrière, quand les équipes tiraient au sort une équipe africaine dans leur poule, ils disaient mais magnifique, on a au moins un d'éliminer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Voilà, là, je parle au niveau de l'Afrique en général. L'Afrique a un incroyable talent. Nous sommes aujourd'hui, nous qui avons été au banc des Européens, nous avons vu comment ça se passe. Nous y avons contribué, notamment dans mon cas. Et je pense que avec tout ce que j'ai fait dans le football en Europe, et toujours en Ligue 1, jamais en Ligue 2 ni en D3, je pense que j'ai une vision assez élargie maintenant et aussi mes 20 ans passés ici en Afrique, à travers le RCA, j'ai une vision vraiment assez large de la situation pour pouvoir conseiller mon pays dans un premier temps et peut-être, je l'espère en tout cas, créer le spécimen pour l'Afrique, ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien exclusif. Je rappelle que nous étions avec le président Souleymane Cissé, ancien footballeur ivoirien, ancien directeur de la formation, ancien responsable de la réserve de l'Est Monaco et actuel président du Racing Club d'Abidjan. Merci et à la prochaine.